Actualité oblige, actualité brûlante, actualité sur la Constitution, le dialogue et le mandat présidentiel. En RDC, aujourd'hui, sur ce plateau de Yeux dans les yeux, nous avons comme invité d'honneur M. François-Xavier Beltica, qui est l'ambassadeur, bien entendu, qui garde son titre d'ambassadeur, président de CDPS, camarade, président du Congrès des démocrates pour le progrès social. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, aujourd'hui, nous sommes en pleine actualité. L'actualité est brûlante. Au regard de tout ce qui se passe en RDC, on peut considérer que la RDC est à la croisée des chemins. Comme elle est à la croisée des chemins, il y a des hommes politiques qui sont là pour nous orienter. Orienter le citoyen lambda, orienter le souverain primaire. Par rapport à tout ce qui se passe en RDC, donnez-nous un peu une cartographie par rapport à ce pays qui est la RDC. Vous l'avez dit, monsieur le journaliste, que l'actualité est brûlante au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, et vous souhaiteriez que nous puissions vous donner la cartographie de notre pays, la République démocratique du Congo. Cela évoque en moi les préoccupations suivantes. Que vous comprenez très bien que la RDC, la République démocratique du Congo, certes est un pays, mais un pays particulier. Particulier en ce qui concerne son avènement en tant que, d'abord, colonie belge, indépendance, son évolution dans l'histoire de son indépendance, et surtout, sa manière de répondre aux difficultés cycliques qu'il trouve à travers son chemin. Et c'est l'ensemble de cette particularité qui vous pousse à nous poser la question de savoir la cartographie, n'est-ce pas, du Congo, qui est un pays de 2 475 000 km², qui a en son sein plus de, ça dépend, selon qu'on est sociologue, selon qu'on est ethnologue, la variation et la classification diffèrent. On parle de 450 ethnies, on parle de 650 ethnies. On est parti de 4 provinces à la colonisation, tout à fait au début, 6, 12, 11 et maintenant 26. Population. À l'indépendance, avant l'indépendance, on parlait de 45 millions d'habitants à l'arrivée du pouvoir colonial. Et on a fini par parler de 15 millions seulement d'habitants à la suite de ce que vous connaissez pour asseoir l'infrastructure coloniale, la perte en vies humaines que le régime a dû, ou plutôt que le pays a dû subir. En 60, nous sommes arrivés donc 15 millions d'habitants. Maintenant, nous sommes à peu près, selon les statistiques qui varient, puisque comme vous le savez, il n'y a pas eu de recensement. On parle de 65, 70, 75 millions d'habitants. Prenons la fourchette, 70 millions d'habitants. Un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique. Et ce n'est pas par hasard. Un pays qui est limité par 9 pays. Et ce n'est pas une sinécure, une mince affaire, car cela devrait être intégré par le politique congolais pour savoir, dans un tel environnement, que faire pour établir des relations de paix et de stabilité durable. Si cela n'est pas fait, le développement ne pourrait jamais suivre. Que faire ayant 9 pays limitrophes, nous trouvons
au cœur de l'Afrique, régorgeant des potentialités que vous connaissez, sur le plan minéral et sur le plan forestier, au niveau de l'hydrographie et au niveau de la population, puisque nous venons de quantifier cette population approximativement 70 millions d'habitants. Tout cela au cœur de l'Afrique. Se dire que même si nous parlons du Congo, nous ne pouvons pas parler du Congo. Le Congo n'a pas réellement existé en ignorant qu'il est avant tout au cœur de l'Afrique. Et que dès lors, la destinée de l'Afrique passe par la destinée du Congo. Puisque si le cœur est malade, l'ensemble des organes du corps seront nécessairement entachés et touchés. D'où un autre pan de la perception de la chose qui montre que l'affaire du Congo devait aussi intéresser l'ensemble du peuple africain. Parce que si le Congo est malade, directement ou indirectement, ils subiront les effets. Et si le Congo est debout, directement ou indirectement, ils subiront les conséquences favorables. Nous sommes liés. Mieux que cela, nous disons même l'humanité, l'univers, puisque nous parlons aujourd'hui au XXIe siècle. L'univers est devenu pratiquement un grand village. Un pays d'une manière générale, et le Congo en particulier, doit se sentir avec certaines responsabilités dans cet univers global. Surtout si le destin lui a accordé certains avantages, certaines potentialités que d'autres pays n'ont pas. D'où, dans l'avancement de l'univers, la responsabilité du Congo est engagée. Dans le non-avancement de l'univers, la responsabilité du Congo est engagée. Et je résume, je termine par là. Bien avant, si le Congo n'existait pas, pouvons-nous penser que la guerre 40-45 allait se terminer de la manière dont elle s'est terminée? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne fais que poser la question. Mais l'existence du Congo, la mise à disposition de ces potentialités à l'univers entier, a fait que nous sommes aujourd'hui, nous évoluons aujourd'hui dans le sens de cette orientation que le monde accepte aujourd'hui, que nous sommes tous un grand village. Le Congo y a apporté sa contribution. Et nous souhaiterions que cela soit dans la balance, même si aujourd'hui, nous avons tous ces éléments qui peuvent être critiquables puisque nous sommes responsables. Il ne faut pas le nier. Mais que l'univers comprenne aussi qu'à un moment donné de l'histoire, nous avons joué notre rôle et qu'aujourd'hui, la responsabilité de faire que le Congo se mette debout en remplissant ses obligations universellement reconnues, sans nécessairement demander à ce que le Congo s'efface. Non, affirme son existence dans la complémentarité, dans la mise en valeur et en éveil de tout ce qui est considéré comme valeur humaine. Parce qu'un Congolais est avant tout un être humain comme n'importe quel autre. Très bien, Son Excellence, vous avez eu à porter là l'étoffe d'anthropologue. Je vous en remercie et les amis téléspectateurs vont apprécier en fait ce déroulé que vous venez de faire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Son Excellence, les députés de la majorité présidentielle, on peut dire ainsi, majorité présidentielle, c'est galvaudé aussi d'ailleurs ces termes, préparent à introduire auprès de la Cour constitutionnelle pour amener la Cour constitutionnelle à déclarer que l'article 70 alinéa 2 de la Constitution permettrait à Joseph Kabila de rester au pouvoir en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président, même si ces élections devaient avoir lieu en 2050. Donc ces gens-là sont en train de préparer que ce président s'éternise au pouvoir. En réalité, mis à part ça, il y a aussi, ils ont initié une pétition pour que, bien sûr, ces présidents s'éternisent au pouvoir. Kabila va pouvoir recevoir ses députés, ses illustres députés à Kingakati pour les féliciter et les encourager. Quelle lumière portez-vous par rapport à cela? Je voudrais d'abord
avant de donner mon point de vue, et je le donnerai, rappeler à nos concitoyens qui nous suivent que la Constitution du 18 février 2006 n'est pas tombée du néant. Et qu'ils se souviennent que c'est le fruit des sacrifices énormes, j'insiste sur le terme, c'est le fruit des sacrifices énormes que notre peuple a subis, que l'Afrique, une partie de l'Afrique, je venais de parler ici tantôt que nous sommes devenus un grand village, et qu'il ne faudrait pas que soit les pays africains, soit la communauté internationale dans l'univers considèrent que le Congo est un cas à part, et par conséquent, qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils s'enfoncent, ça ne nous regarde pas. Je venais d'évoquer un événement historique qui montre l'importance du Congo et la nécessité d'intégrer l'existence du Congo. Et si le Congo se porte bien, des pays africains, l'univers là où il se trouve, ne manquera pas d'avoir des retombées positives. À l'issue de ce sacrifice énorme consenti par et le peuple congolais et la communauté internationale, c'est ce qui a donné naissance, qui a fait en sorte que le fruit de la Constitution devienne une réalité. Et c'est là pourquoi. Pour faire en sorte que désormais, on mette fin à l'illégitimité du pouvoir et qu'on puisse finalement mettre sur pied et consolider le fonctionnement et la légalité du fonctionnement normal des institutions. Puisque, du reste, c'est cela qui avait fait que pendant des années et des années, que ce soit sous la Deuxième République, que rien n'a pu marcher dans notre pays. L'illégalité à l'inégalité, l'inexistence d'une constitution, c'est-à-dire d'une loi fondamentale dans laquelle l'ensemble de la population se retrouve. Quand je dis l'ensemble de la population, dirigeants et dirigés, et tous se mettent au pas lorsqu'ils se trouvent devant une difficulté, ils demandent à la Constitution, et c'est la Constitution qui les oriente dans l'esprit et dans sa lettre. Or, cette Constitution, ayant tiré les conséquences de tous ces mots, n'oubliez pas qu'en 2000, le pays était pratiquement balkanisé. Il a fallu mettre fin à cette balkanisation par ce consensus qui est pratiquement consolidé dans la Constitution. Donc, et ce consensus, tirant les leçons de cela, a fait la loi fondamentale et en indiquant la voie à respecter et à suivre, et en précisant que pour que nous ne puissions pas reconnaître, ou plutôt retourner en arrière dans les défauts et les faiblesses du passé, désormais, qu'il vente, qu'il neige, encore comme dans notre pays, il neige, bref, sauf dans Rwenzori, il neige, qu'il vente, qu'il neige, telle disposition constitutionnelle ne peut pas être révisée. C'est la loi fondamentale qui le dit. Quand on dit que telle disposition ne peut pas être révisée, mais cela veut dire que vous pouvez faire autre chose, mais en tout cas, ne touchez pas à l'âme de la Constitution. Ne touchez pas à la loi fondamentale. Y toucher, c'est lézarder tout l'édifice. Et nous serons de revenir à la case départ. Or, voilà d'abord l'architecture. Pour qu'elle puisse exister, comment elle a été pensée et pourquoi. Et maintenant qu'on va y introduire certaines dispositions qui vont à l'encontre de l'esprit fondamental de cette architecture, mais on est en train de casser la base sur laquelle on est assis. En d'autres termes, on souhaite qu'on rentre dans l'instabilité permanente. Et de ce fait, qu'on ne vienne pas nous parler demain que nous voulons le développement du pays. C'est impossible, puisqu'un pays instable, il n'y aura jamais de développement. C'est pourquoi nous disons que cette disposition, quand ils disent cela,
nous leur demandons de lire la Constitution dans son intégralité. Parce qu'il y a des dispositions qui disent, oui, effectivement, l'alinéa à laquelle vous faites allusion existe, elle est reprise, mais dans quel contexte est-ce qu'elle s'applique? Elle s'applique dans le cadre où les élections sont organisées et la Constitution dit l'organisation des élections doit s'organiser dans les délais. Elle prescrit les délais. 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, la Commission nationale doit convoquer les élections. 90 jours avant. Donc, c'est dans la mesure où cette convocation se fait en respectant cette Constitution, les élections ayant eu lieu, qu'effectivement, le président élu ne peut pas entrer en exercice n'importe comment. On montre la procédure. Ou plutôt, le président sortant ne peut pas sortir n'importe comment. On montre la procédure. C'est dans ce contexte-là. Il faut d'abord organiser les élections. 1. 2. Le président de la République, lorsqu'il est élu, il prête serment. Et il y a 2 dispositions de serment qui sont en rapport avec ce que nous disons. Première disposition, lui-même, le président de la République, déclare solennellement devant le peuple qu'il respectera et s'engage à respecter la Constitution. C'est un engagement solennel. Deuxième aspect, il dit qu'il va faire respecter la Constitution. Alors, s'il doit faire respecter la Constitution, lui-même respecter la Constitution, faire respecter la Constitution, il devrait donner des injonctions normales à l'ensemble des institutions du pays pour que, s'agissant des élections, tout se passe dans les délais. Au gouvernement, que le gouvernement puisse remplir sa mission pour permettre à la CENI d'avoir tous les moyens disponibles et organiser, convoquer les élections dans les délais. À la CENI, de dire qu'elle puisse tout faire en ce qui la concerne. S'il y a des lois à faire entrer au Parlement, qu'elle fasse des propositions, que le Parlement puisse, n'est-ce pas, les voter. Au Parlement, que toutes les lois relatives, n'est-ce pas, aux élections doivent être votées dans les délais. Mais lorsque nous constatons que, 1, ces orientations ne sont pas données par le chef de l'État. 2, que le gouvernement ne remplit pas ses obligations de prévoir une cagnotte à part chaque année, alors que la loi budgétaire le prévoit ces dispositions, et que cela est voté chaque année, si je ne m'abuse, 250 millions. Même si on dit qu'en 2012, il y a eu la guerre, ça a été épuisé par la guerre, d'accord, et 2013 quoi, 2014 quoi, et 2015 quoi. 4. Lorsque nous voyons les comptes de reddition de l'État chaque année, nous constatons plutôt qu'il y a de dépassement des postes dits politiques, à savoir le poste de la présidence, la primature et le Parlement, qui dépassent le budget prévu. Et à la fin, ils vont nous dire qu'on n'a pas les moyens pour organiser les élections. Non. C'est tout simplement une manière planifiée de créer des difficultés, prévoir des difficultés qui feront en sorte que demain, ils puissent s'en prévaloir pour ne pas organiser l'élection. Et nous, nous disons, non, cette lecture, la présentation que les députés veulent faire, elle est biaisée. Le peuple congolais n'est pas myope. Nous comprenons très bien ce qu'il veut, et le peuple ne sera pas d'accord, puisque la Constitution elle-même dicte et donne au peuple ce que le peuple doit faire en cas de violation de la Constitution, considérée comme trahison. L'article 64. Alors, parlons de trahison. On peut considérer par rapport à ce qui se passe qu'il y a trahison de la part de M. Kabila de n'avoir pas pu organiser l'appareil de la CENI, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Donc, on peut parler en ce moment-là précis de l'article 164, 167 de la Constitution qui demande, on peut le destituer dans ce cas d'espèce. Oui, mais nous disons, nous sommes légalistes. Ce n'est pas maintenant qu'il faut parler de cela, on risque de vous taxer de violateur de la Constitution. Puisque nous sommes convaincus que même maintenant, s'il y a une volonté politique, n'est-ce pas, qui se manifeste, il y a moyen d'organiser l'élection présidentielle, puisque prioritairement c'est de celle qu'il s'agit. On va y revenir par rapport à vos propositions. C'est là qu'il s'agit. Nous pensons qu'il est encore possible, mais il y a moyen de manifester la volonté politique
Et nous avons fait même une proposition de contre-calendrier montrant la faisabilité de cela, que nous soumettons. On va pouvoir y arriver. Alors, il y a eu une résolution qui a été votée aux Nations Unies, qu'on appelle la résolution 2277. En langage belge, 2277, que le Conseil de sécurité vient d'adopter sur la RDC et que certains disent, en commençant par Lambert Mende et les autres, disent que c'est une simple recommandation. Et comme c'est une simple recommandation, or, dans cette résolution qui a été adoptée à l'unanimité, je précise, le membre du Conseil de sécurité, le membre, commençant par l'Angola, qui a la présidence, et la Chine sont des partenaires de la RDC. Alors, est-ce que Kabila a été lâché par l'Angola et la Chine en votant cette résolution pour qu'on puisse organiser l'élection à temps et respecter la Constitution? Oh, non. Nous pensons d'abord, en son temps, lorsque nous avons organisé la 10e plénière de notre session, nous avons rendu hommage au Conseil de sécurité d'avoir pris la décision 2277 dans le sens où elle a purement et simplement ignoré la volonté du gouvernement congolais, puisque nous la considérons, nous, comme étant inopportune. Un, de réduire le nombre de mandats des membres de l'ONU voilà, à Kinshasa, ou plutôt en RDC. Deuxièmement, de renforcer plutôt la mission de l'ONU en ce qui concerne la protection des civils et deuxièmement du processus électoral. Nous estimons que le Conseil de sécurité a pris une position non seulement courageuse, mais en tout cas, s'agissant de l'intérêt général de la République démocratique du Congo, il a fait un bon choix. Par contre, lorsque certains de nos compatriotes montent au créneau pour dire qu'il s'agit de l'ingérence, que notre souveraineté est touchée, nous sommes souverains. Oui, nous sommes certainement souverains. Mais alors, si nous sommes souverains, que nous voudrons nous comporter d'une manière souveraine jusqu'au fond, soyons capables d'assumer nos attributs de souveraineté jusqu'au fond. Soyons capables de le démontrer. Mais malheureusement, l'histoire nous montre que chaque fois, et plus que peu, nous sommes dans le creux de la vague. Que ce soit du point de vue du développement, que ce soit du point de vue sécuritaire, que ce soit du point de vue préventif par rapport à ce qui constitue l'intérêt général, n'est-ce pas, de notre nation. J'en donne pour preuve. La Constitution dont je viens de parler, Sun City qui a eu lieu en l'an 2000, ça a été fait par l'effort de qui? C'est la sueur du citoyen du monde, des citoyens africains, des citoyens universels, qui comprenant la situation dans laquelle notre pays était, n'est-ce pas, s'enlisé, a accepté de s'imposer des sacrifices pour que le Congo puisse sortir la tête dans l'eau. À ce moment-là, puisque nous voulons être souverains, pourquoi nous sommes montrés incapables d'assumer, n'est-ce pas, nos responsabilités régaliennes? Un aspect 2. La Constitution dont nous venons de parler, ainsi que les élections qui se sont suivies. Vous savez dans quelles conditions ça a été fait? L'aéroport a dû descendre en République démocratique du Congo. Cette armada-là est arrivée à la suite du financement et de la sueur, n'est-ce pas, de quel citoyen? Alors, vous pensez que vous arrivez à voter des lois. La Constitution est votée par le peuple congolais, considéré comme peuple souverain, certes avec le concours de la communauté internationale, nous venons d'indiquer les canons. Alors, maintenant, vous, parce que vous avez l'opportunité de vous retrouver dans la chaise de ceux qui dirigent, vous vous arrogez le droit maintenant de lire cette Constitution de la manière dont vous seul, vous possédez l'interprétation, en voulant la manipuler comme vous voulez,
et la changer comme vous voulez, et dire que non, puisque je suis souverain, je dis, je parle au nom du peuple et que les autres se taisent. Et lorsque ceux qui hier ont fait que vous puissiez sortir du trou, vous disent non, regardez bien, lisez bien. Vous avez écrit ceci, vous vous êtes engagé ceci. Votre propre loi, c'est ceci. Nous vous demandons de respecter cette loi. Et ça s'appelle de l'ingérence? Non. Le peuple congolais est suffisamment mature. Il sait savoir très bien que ceux qui veulent en réalité l'enfariner, comme diraient, n'est-ce pas, nos amis et nos frères de la Côte d'Ivoire, ne seront pas l'enfariner pour toujours. Il est déjà éveillé et mature. Éveillé, le peuple éveillé. Alors la diaspora est éveillée aujourd'hui. Il y a un sit-in qui se prépare devant le ministère des Affaires étrangères ici en France le 21 de ce mois-ci. Suite à l'arrivée bien entendu de Kabila qui est prévue entre le 21 et le 22 avril prochain, invité par François Hollande à l'Élysée. Alors, pour vous, ces voyages à l'Élysée, ça vous augure quoi? C'est pour qu'ils viennent chercher une protection des anciens présidents, qui essayent de trouver un peu un arrangement où on peut l'aménager, une loi particulière par rapport à ces présidents, ou bien entendu, de prolonger son mandat, comme on l'a vu, à la lumière de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, où il y a eu une certaine ingérence de la France par rapport à tout ce qui se passe. Je ne vais pas trop rentrer dans la polémique. Hein. D'arrondir un peu les angles. Messieurs les journalistes, votre questionnement est tout à fait fondé et justifié. Il est normal qu'un citoyen congolais, que tout intellectuel, qu'un Africain se pose la question lorsqu'il apprend que tel et tel président vont se rencontrer. Il se posera la question de savoir, mais quel est l'agenda de leur ordre du jour? C'est tout à fait normal de se poser la question. Mais à l'heure où vous et moi, nous sommes en train de parler, je ne possède pas l'élément d'information correct et évident pour dire qu'il s'agira de ci, qu'il s'agira de ça. Mais cela ne m'empêche pas de penser, de réfléchir, de raisonner, d'anticiper. C'est dans ce cadre que je dis, si la rencontre, je dis bien si, se trouve dans le cadre de renforcer le lien de coopération entre la France et la République démocratique du Congo, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'infrastructure, sur le plan du développement. Je dis, il est dans sa fonction de faire cela. Et nous pouvons encourager et soutenir. Je dis bien si. Deuxième si. Si, par contre, il y a un agenda présenté et un agenda caché. Et que cet agenda caché soit de essayer d'obtenir d'une manière directe ou indirecte l'appui de la France dans l'attitude de violation de sa loi fondamentale, là, nous pouvons simplement déclarer haut et fort que non. Si cette initiative est prise par le gouvernement congolais, nous espérons que la France ne s'y prêtera pas. Parce que nous pensons que la France sait très bien qu'elle peut passer un contrat, non pas avec un individu, mais elle peut passer un contrat avec l'État et avec le peuple congolais représenté par un État crédible. Mais si la France passe des accords, un contrat avec un individu, mais l'individu n'est pas éternel. D'une manière ou d'une autre, même physiquement, un jour il disparaîtra. Quelle image la France laisse dans la mémoire collective des Congolais, de sa perception des rapports entre peuple congolais et peuple français. Voilà pourquoi nous pensons que si l'agenda se limite seulement dans le premier aspect de notre abord de la question, nous trouvons cela normal. Mais si par ailleurs il y a une dérive quelconque, nous pensons que la France ne s'y prêtera pas. Parce qu'en s'y prêtant, elle affaiblit elle-même ses bonnes relations solides avec le peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui est, on peut en dire, laissé au bord de la route en regardant ce que l'Union africaine vient de mettre en place.
a nommé un facilitateur qui va bien entendu accompagner l'édit dialogue, que vous allez commenter tout de suite. L'édit, bien entendu, avec ses facilitateurs, mais c'est Eden Kojo, qui, au demeurant, a un agenda caché par rapport à ce que nous avons comme information. Il viendrait avec un agenda avec une transition de 3 ans. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à cela? D'une manière générale, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour vous répondre à ça, pardonnez-moi de vous interrompre, vous direz aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le dialogue. Ok, voilà. ok. Mais les deux questions se tiennent. Voilà, c'est pour cela. Exact. Raison. Exact. Les deux questions se tiennent. Donc je dirais seulement que, d'une manière générale, nous pensons qu'il faut plutôt contextualiser la situation. La désignation de M. Kodio comme facilitateur, tout facilitateur qui pourrait venir pour essayer de concilier les frères africains, je dis bien en principe, j'insiste sur le thème en principe, on ne peut pas s'opposer. Je dis bien en principe, on ne peut qu'être d'accord. On comprend. Vous martelez bien cela d'ailleurs. Exactement. On ne peut qu'être d'accord. Mais nous demandons au facilitateur de savoir qu'il vient sur un terrain très glissant. En est-il conscience? S'il en a conscience, quelles sont les précautions qu'il a prises pour éviter de glisser justement? Cette fois-ci, c'est lui qui glissera. Quelles précautions a-t-il pris pour ne pas glisser? Car si lui glisse, c'est l'honneur de toute l'institution africaine qui est mise en danger. Et si par ricochet la communauté internationale, par la voie de l'Union africaine, soutient cela, c'est l'honneur de toute la communauté internationale qui est mise en danger en présence de la conscience collective du peuple congolais. Voilà pourquoi nous ne cessons de sonner la sonnette d'alarme que voici notre lecture correcte de la situation. Allez-y. Voici les éléments du Donnez votre lecture aujourd'hui. J'ai votre lecture ici, mais j'aurais voulu que vous donniez un peu votre lecture par rapport à cela. Au niveau, n'est-ce pas, notre lecture, c'est que le principe en soi de dialogue, personne ne peut le mettre en cause. Nous-mêmes, nous avons été initiateurs, je dis bien, en 2011. 2011-2012, je me rappelle de cela. Exactement. Je me rappelle absolument de ça. Que bien entendu, Etienne Tshisekedi avait refusé. Exactement. Et le pouvoir, et tout le monde, et l'opposition, ils ont refusé. Nous sommes partis aux élections. Ce que nous craignions est arrivé. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes dit, l'État ne s'arrête pas. Le peuple ne s'arrêtera pas. Sachons réfléchir pour dépasser cela. Nous avons fait en février 2012 des propositions pour que le dialogue se tienne, en lui donnant un agenda, en mettant l'ordre du jour, bref, en lui donnant même le format, et en faisant même 3 hypothèses, n'est-ce pas, de tel dialogue. Nous sommes allés même plus loin. Pour nous, le coût le plus élevé, si on réunit maximum 650 personnes, en moyenne 300, la configuration la moins nombreuse, 125, quel pourrait être le coût? Nous étions arrivés à chiffrer ces coûts puisque nous avons fait une enquête du marché. Et vous allez associer aussi le peuple avec cela. Exactement. Cette histoire de peuple. Exactement. Donc vous allez l'expliquer avec 1000 francs par mois. J'en conviens. Ça, c'est un élément nouveau. Mais je parle de... Vous l'avez quand même mis. Exactement. Et cette fois-là, nous avions même évalué à 650 000 $. Ah oui, ça c'est l'époque. En 2012. Voilà. Exactement. Okay. Personne ne nous a suivis. Bon, on a sorti finalement les fameuses concertations qui sont arrivées. Eux-mêmes ont commencé d'abord à se disputer au niveau de la majorité. Les autres disaient c'est nous, PPRD, qui devons diriger puisque nous sommes le parti majoritaire dans la majorité. Celui qui dirige la majorité dit non, c'est moi qui suis chef du corps, n'est-ce pas, de la majorité, qui doit diriger les concertations. Nous leur avons dit que ce n'est pas un problème sémantique. C'est un problème plutôt de contenu. Vous ne pouvez pas vous concerter sans dialoguer, ni dialoguer sans vous concerter. Et en ce qui nous concerne, voici déjà l'ordre du jour que nous proposons. Nous avons donné l'ordre du jour
nous avons insisté sur les principes pour que cela puisse être accepté par la population. Notamment, nous disions, attention, si dialogue il y a, à l'époque, il faut supprimer le principe de per diem. Parce que les gens y vont souvent en pensant que bon, j'y vais, j'aurai $100 par jour, si on fait 30 jours, j'aurai autant. Nous disons non. Le peuple souffre, la situation économique et sociale est difficile. Envoyons un message au peuple pour qu'il comprenne que non, c'est un sacrifice qu'on consent et on y va pour trouver des solutions pour le pays. Par conséquent, supprimons les per diem. 2. Certes, les gens doivent être transportés. On les transportera. Les gens doivent prendre leur collation. Ils seront nourris. Ceux qui viennent de l'intérieur doivent être logés. Ils seront logés. Mais ceux de Kinshasa doivent dormir chez eux. Bref, c'est l'ensemble de ça qui a diminué le coût. Nous avons insisté sur le contenu de l'ordre du jour. Les documents, vous les avez. Je ne pense pas que dans ce contexte que je puisse étayer le tout par l'économie du texte. N'est-ce pas? Exactement. Ça, cela étant, pour montrer que dans notre propre société traditionnelle, à travers le temps et l'histoire, nos communautés ont pu faire face aux défis qu'ils rencontraient grâce à l'esprit du dialogue. Le soir, les gens se trouvaient sous l'arbre, ils discutaient, ils en sortaient avec une solution. Mais attention, la solution qui en sortait, c'était la solution qui allait dans le sens de l'intérêt général et non pas dans le sens de la défense d'un individu ou d'un groupe d'individus. Alors, vous reposez sur l'article 75 et 76 de la Constitution pour organiser les élections à 8 mois, en fait, les échéances. Avec votre projet à 1000 francs, etc., pour renflouer les caisses, vous croyez ces bouts de ficelle, on peut arriver à collecter 500 millions de dollars pour organiser une élection? Je m'explique. Du reste, d'abord, 500 millions, cela supposait que c'était des élections présidentielles et législatives couplées qui donnaient ce montant-là. La proposition que nous faisons, il faut voir la priorité. Il faut prioriser l'élection présidentielle. Et par conséquent, le coût peut être de 250, maximum 300. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous disons, le pays est en danger de disparition constitutionnellement parlant. Ce quitte ou double. Ou le pays accepte constitutionnellement de mourir, ou il se donne tous les moyens pour survivre et sortir la tête dans l'eau. Voilà pourquoi nous disons que dans des conditions comme cela, c'est l'instinct de survie qui doit nous guider. Collectivement, cet instinct de survie, 1, pour sauvegarder notre propre dignité, 2, pour donner au peuple le pouvoir et le droit de contrôler ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, des élections, nous demandons au peuple de contribuer au minimum pour ceux qui ont l'âge de voter, et ils peuvent être évalués pratiquement à 45 à 50 millions, qu'ils puissent cotiser $1 par mois, et cela pendant 3 mois. Le mois de mai... C'est 1000 francs congolais. 1000 francs, que dis-je, 1000 francs, exactement. 1000 francs congolais, du mois de mai au mois d'août, à peu près 3 mois. La cagnotte qui en sortira sera une contribution du peuple congolais dans le processus électoral. Nous demandons au gouvernement de respecter ses obligations en disponibilisant ce qu'elle a. Même si elle dit qu'elle ne peut pas réunir toutes les sommes, bon, qu'elle mette sur la table le montant qu'elle a. La différence, on montera à la communauté internationale, voici l'effort interne qui a été fait, nous vous demandons de pouvoir compléter. Et d'après les informations que nous possédons, nous savons que les États-Unis sont prêts à financer les élections dans la mesure où ils sont organisés dans les délais. Tout à fait, tout à fait. Ainsi, on coupe l'herbe sous les pieds à tous ceux qui créent expressement les raisons de manque de fonds pour justifier le dépassement. Voilà notre proposition. Et nous disons, nous mettons à contribution. L'idée ne vient pas de nous. Oui. C'est la Cinco. La Cinco, j'allais parler de la Cinco, et d'ailleurs ça fait partie de vos propositions lors de votre plénière du 2 au 10 avril 2016. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien dit. Et nous demandons, la Cinco qui avait donné cette idée-là,
Mais maintenant, nous demandons que ça puisse être opérationnalisé avec le concours de tous les membres de la société civile et de différentes confessions religieuses, en créant un comité ad hoc où ces délégués vont se retrouver. Et nous disons, nous l'avons fait. Nous avons pris l'engagement devant le Conseil que le 20 mai, nous allons, au niveau du CDPS, réunir ce que nous aurons réuni et apporter comme contribution symbolique au niveau de la Synco pour le mois de mai. Mais dites-moi, alors quand vous voyez votre ancien ami, qui est votre ami toujours jusqu'à aujourd'hui, le président Étienne Tshisekedi, s'est fourvoyé dans ces dialogues, est-ce que ce n'est pas un piège? On voit partout au niveau des réseaux sociaux qu'Étienne Tshisekedi est en train de préparer le 3e mandat pour Kabila. Que pensez-vous de tout cela? Notre lecture est la suivante. En admettant que ce dialogue ait lieu, ce dialogue va capoter. Et pourquoi? Nous pensons que chacun y va avec son agenda. Le pouvoir a son agenda, c'est de tout faire pour obtenir le glissement. Les autres, ils vont avec leur agenda. Lorsqu'ils constateront, par exemple le pouvoir, qu'il est dans l'impossibilité de faire aboutir, n'est-ce pas, son agenda, il fera tout pour que ça puisse capoter. Et lorsque ça va capoter, le même pouvoir mettra la main dans sa sarcelle, n'est-ce pas, qui se trouve au 5e roue, il va y sortir la loi référendaire et le référendum et demander au peuple d'aller aux urnes pour voter les modifications, n'est-ce pas, de la Constitution. Et en d'autres termes, entrer dans une 4e République, ce qui permettra alors à Kabila de continuer, de continuer et de continuer. Une telle lecture devait nous amener à réfléchir et à dire non. Vous dites que voilà, Étienne Tshisekedi, indirectement, on n'y réfléchit pas par rapport à cela. Je vous laisse mettre, n'est-ce pas, de vos propos. Mais nous disons, ça devait nous amener à réfléchir pour dire quel est le vrai danger qui nous menace. Et par rapport à ce qu'est le danger, comment opposer un front pour que la Constitution soit respectée. Elle est le fruit de plusieurs années de sacrifices, tant sur le plan national que sur le plan international. Il ne faudrait pas qu'elle puisse couler à l'eau comme cela. Et si elle coule à l'eau, le processus démocratique que nous réclamons reculera mêmement. Et cela encore pour plusieurs années. Nous allons au terme de notre émission. Il nous reste 2 questions. Il y a une question qui est cruciale aujourd'hui. C'est l'actualité d'ailleurs. Hein. On voit au niveau de... Je vais utiliser votre thème, reprendre votre thème Scarcelle. Dans l'escarcelle de Kabila, il y a plusieurs choses. Dans son chapeau, si on veut. Il a plusieurs roues de secours. Il est en train d'exhiber cette roue que j'avais fait une petite analyse au niveau de l'article publié sur Afrique Nation sur la présence de l'armée rwandaise aujourd'hui sur le sol congolais, trouvant l'excuse de pourchasser l'FDL. FDLR, pardon. Alors, pour vous, comment un pays étranger peut violer la Charte des Nations Unies de 1945 et rentrer dans un territoire qui est souverain et aller pourchasser ses ennemis? Comment on peut expliquer cela? Est-ce que ce n'est pas une manœuvre entre amis pour créer des troubles dans l'Est, enfin de dire voilà le pays est en danger et on met un état d'urgence et puis voilà ça y est, après il n'y a plus d'élections, etc. Dites-moi, ce n'est pas une manœuvre entre copains? C'est une lecture. C'est une lecture. Elle peut être plausible ou pas, mais c'est une lecture. Et il ne faut pas la négliger. Une deuxième lecture, c'est tout simplement la preuve de l'inexistence de l'État. L'État n'existe pas. Parce que si l'État existait, sa première mission, c'est celle de défendre le territoire national. À partir du moment qu'il est incapable de défendre, n'est-ce pas, le territoire national, il ne devient État que par procuration. Et que de ce fait, c'est ceux pour lesquels qui travaillent ou qui maîtrisent et qui font du travail à sa place qui en réalité régentent la marche de l'histoire du pays. En 2 mots, c'est une preuve de l'inexistence de l'État.
Voilà pourquoi nous disons que l'heure du bilan a sonné. L'heure du bilan a sonné. Il faut maintenant constater, est-ce que le bilan est positif? S'il est positif, à ce moment-là, reconnaître tel ou tel mérite. Si le bilan est négatif, avoir le courage aussi d'affirmer que le bilan est négatif et prévoir des sanctions négatives. Ce n'est que dans cette alternative que nous amènerons les dirigeants congolais, présents et futurs, à apprendre à marcher droit. Apprendre à marcher droit. Aujourd'hui, il y a une cacophonie en RDC. On va terminer avec ça. Une cacophonie en RDC avec l'opposition. L'opposition ne veut pas entendre parler de ces dialogues. Il y a un front qui est mis en place, et vous avez parlé d'ailleurs de front, d'ailleurs, que vous êtes en train de mettre en place aussi, vous mettez en place par rapport à vos propositions, à vos plénières que vous avez eues. Dites-moi, sortez-nous quelque chose dans votre chapeau. Qu'est-ce que vous sortez pour terminer, pour partir avec ça? Et puis, vous direz un dernier mot au peuple congolais et aussi ceux de la diaspora qui espèrent retrouver une vraie république. Je terminerai avec ça. Vous savez, regardez la dimension de notre État, de notre pays. Nous avions commencé par là. Lorsque vous m'aviez posé la question sur la cartographie. Notre pays est un pays spécifique, spécial. Ne perdons pas cela à l'esprit. Ou ne voyons pas la manière où ça se passe dans tel ou tel autre pays et dire que directement on peut le transposer chez nous et que ça... Non. La multiplicité de partis de l'opposition répond à la réalité sociologique de notre terrain, à la réalité du niveau de développement de notre territoire et de notre terrain et de l'esprit de nos populations, à la réalité de l'insuffisance de formation et de constitution correcte, du fonctionnement correct des institutions de l'État qui sont incapables de remplir les fonctions qui leur sont les leurs en tant qu'institution étatique et nationale. La nature ne tolérera pas le vide. Elle essaie de trouver des réponses par tel ou tel ou tel groupement. Et étant donné que notre espace a comme valeur fondamentale, que si elle est bien appliquée, nous l'appelons valeur, si elle est mal appliquée, elle devient l'antivaleur, à savoir la solidarité. Si, à travers le temps et l'espace, comme je le disais, nos peuples ont pu trouver et régenter leur existence, c'est grâce au principe de solidarité. Un membre d'un clan, un membre d'une tribu se trouvant dans un endroit donné, je dis dans le passé, ne pouvait pas mourir de famine, de faim, et d'autres membres ne pas se sentir concernés. Ça devient un problème du village, ça devient un problème du clan. Ce n'est pas pour rien, nous disons qu'il y a une solidarité entre les morts et les vivants, mais d'une manière communautaire. En d'autres termes, tous les problèmes de survie qui préoccupent un citoyen, dans le temps citoyen villageois, étaient pris en charge par la nation, et par la communauté. Mais maintenant, avec la multitude de 400, 500 ou 650 tribus, comme je le disais, avec le niveau de développement par strate qui est tout à fait différent au niveau de groupes et de classes et de sociétés, au niveau de formation, l'expérience étant tout à fait différente selon que vous avez acquis telle formation, ou selon que vous avez tel cursus ou tel cursus. Le niveau de développement lui-même par rapport aux besoins étant tout à fait différent. Bon. Or, chacun espère et pense que normalement l'État doit résoudre ce problème. Problème de santé, problème de l'éducation, problème de survie, problème de bien-être. C'est l'État qui doit en principe résoudre. Mais cet État est représenté par toute une série d'institutions censées être des institutions étatiques. Mais ces institutions tournent dans le vide, sont incapables de répondre à cela. Conséquence,
D'ailleurs, vous êtes journaliste, vous le constaterez. Quand il y a un individu de n'importe quel clan ou de n'importe quelle tribu qui est tiré, on a promis aujourd'hui le ministre, il est PDG ou DG, vous sentez qu'il y a la liesse jusqu'au fin fond du village. Il y a des mandats des messages de félicitations qui sont envoyés à celui qui a nommé. Et on pense que celui-là, c'est leur sauveur. Parce que dans toute cette chaîne, ils pensent qu'avec son arrivée, tous nos problèmes sont résolus. Simple illusion. Parce qu'en réalité, même s'il est de bonne volonté, le poids de charge des problèmes et leur diversité, il est incapable de les résoudre. Mais qu'à cela n'empêche, d'une manière, par fantasme, il s'imagine que c'est cela. Et si par hasard, il commet une bêtise quelconque, vraie ou fausse, il est balancé, les pleurs et les grincements de dents, c'est toute la chaîne, jusqu'au village. Et celui qui l'a congédié devient même l'ennemi. On ne tient pas compte, il a commis une faute. Non. C'est pour dire quoi? Je parlais tantôt de l'inexistence de l'État. L'inexistence et le non-fonctionnement harmonieux et fonctionnel des institutions de l'État. Pour permettre à l'État et pour permettre aux citoyens de se retrouver à travers ces institutions-là et à travers l'État. Ainsi, si cela a été fait, tous ces citoyens vous diraient: ne touchez pas à mon État, parce que je sais que si vous touchez à mon État, je perds tel privilège, je perds tel privilège, perds tel privilège. Ce n'est pas pour rien que le niveau de conscience nationale, d'appartenance à la nation française, est tout à fait différente et nous pouvons dire élevée par rapport à cette notion si nous comparons avec nos réalités chez nous. Se dire ceci, pour terminer, c'est dire ceci, dans cette configuration sociopolitique et ethnographique, la multitude, n'est-ce pas, de partis, que ça ne puisse pas étonner. C'est normal. C'est une affaire. Un point. Deuxième point, c'est que la réalité qu'il faut faire, c'est que faire que pour l'ensemble de ces multitudes de partis, s'agissant principalement de l'opposition, que faire pour qu'ils puissent créer une dynamique de progression, d'aller ensemble, avoir un même point de vue sur tel problème qui concerne l'avenir, n'est-ce pas, de la nation, définir une politique à réaliser et des actions à faire. Voilà pourquoi nous nous demandons et nous nous sommes donnés comme tâche, malgré la divergence réelle, et je viens d'expliquer le pourquoi, qui existe au sein, n'est-ce pas, de nos pays, et compte tenu de l'exigence qui est aussi réelle, que personne ne peut seul arriver au pouvoir d'une manière démocratique, ou gouverner notre pays d'une manière démocratique, sans mutualiser les efforts avec d'autres, sans fédérer avec d'autres, cela étant une exigence, mais nous disons, fédération autour de quoi? Mutualisation d'efforts autour de quoi? Autour des valeurs et non autour des individus qui, eux, passent. Ce faisant, nous donnons un programme d'action sur des actions précises à faire, autour des valeurs précises à faire, nous allons commencer à nous apprécier, à créer la confiance qui n'existe pas, à briser le prisme de déformation, parce qu'il est tel donc ceci, parce que le terrain nous montrera que non, avec lui, nous avons fait telle expérience et nous avons fait un tel pas, c'est un pas. Cela nous montrera finalement à faire un deuxième pas, qui justement, le moment venu, l'opposition devra se réunir et se trouver qu'en tout état de cause, puisqu'il n'y a qu'une place, que faire pour que ce soit l'opposition qui gagne? Non pas pour occuper seulement la posture, non, pour changer et donner un contenu différent politiquement de ce qui a été fait jusqu'à présent. D'où question de programme, d'où question de réflexion profonde sur ce qui doit être fait. Excusez-moi. Voilà cette vision globale. Maintenant, l'adresse en ce qui concerne nos citoyens qui nous suivent. Nos frères de la diaspora qui nous suivent et qui nous écoutent. C'est pour nous un grand plaisir
que de profiter de ce plateau pour vous rencontrer et pour vous parler droit dans les yeux, en espérant qu'effectivement vous nous suivez, ou que ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui nous suivent pourront transmettre, n'est-ce pas, à d'autres, ceux qu'ils auront suivis et captés comme message. Nous, au pays où nous sommes, nous vous suivons quotidiennement. Nous tenons d'abord à vous féliciter et à vous remercier du fait que vous portez haut le sens de conscience élevé du citoyen congolais. Je dis bien citoyen congolais. À travers différents faits que vous avez faits, que vous avez réalisés, vous êtes arrivé justement à montrer que non seulement vous êtes conscient, mais vous avez porté à un très haut niveau la conscience d'être citoyen congolais. Nous vous en félicitons et nous vous encourageons à poursuivre dans cette voie-là. Deuxième point, nous pensons que l'avenir du Congo ne pourra pas se faire sans vous. Vous êtes un élément intégrant, participatif, de grandes valeurs dans l'avenir du Congo. Pourquoi? Ce n'est pas par flatterie que j'avance ces mots. Pourquoi? Parce que, vous vivez dans un milieu où vous êtes à même de profiter des expériences et de vous interroger sur les échecs des autres pour savoir que si nous nous trouvons maintenant dans cette circonstance-là, voilà ce que nous pouvons faire pour éviter les erreurs du passé. Vous avez cette possibilité-là. La liberté vous est permise de réfléchir, pendant qu'au pays, la liberté de réfléchir est en train d'être bâillonnée. La liberté de vous exprimer vous est donnée, pendant qu'au pays, la liberté de s'exprimer est en train d'être bâillonnée. La liberté de vous réunir et de manifester vous est accordée, pendant qu'au pays, la liberté de manifester est brimée, et même interdite. Et cela en violation de la Constitution qui dit on instaure le régime, non pas d'autorisation préalable, mais d'information préalable. Donc, normalement, il suffisait tout simplement que nous informions pour que le pouvoir en place demande aux forces de l'ordre d'encadrer la manifestation pour qu'elle ne puisse pas dégénérer. Alors que chez nous, ce n'est pas le cas. On interdit, ou même on vous infiltre pour créer des troubles, et en fait de dire que c'est vous qui avez créé, n'est-ce pas, ces troubles. Donc, devant cette situation, le rôle que vous avez à jouer est un rôle catalyseur qui devrait être en relation avec vos frères qui sont au pays pour leur montrer que ne vous découragez pas. La nature est en soi un combat permanent. Même s'il y a ces difficultés, faites en sorte de les dépasser, de les contourner pour atteindre l'objectif. Et en cela, ils peuvent compter sur vous. Il faut leur envoyer ce message. Voilà pourquoi nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous vous disons, ne vous fatiguez pas. Vous n'êtes pas encore arrivé, n'est-ce pas, au bout du chemin. Bien au contraire. Surtout maintenant que nous allons aborder l'année, nous sommes au cours de l'année électorale. Votre mission devient encore très grande. En ce qui nous concerne, à savoir CDPS, et à savoir CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social, et la coalition des patriotes pour la République coopèrent, nous comptons sur vous et nous savons que vous êtes à même d'utiliser votre environnement et les moyens à votre disposition pour que votre peuple puisse aussi un jour dire oui. Nous pouvons aussi penser librement, nous pouvons aussi nous exprimer librement, nous pouvons aussi manifester librement. C'est ça qui nous fera en sorte que nous pouvons nous développer. À ceux qui sont au Congo, qui pourraient éventuellement recevoir le message, nous leur disons ceci. Nous avons profité, n'est-ce pas, de notre séjour en Europe, que nous avions quitté depuis un certain temps, mais à notre passage, nous avons rencontré des amis, nous avons rencontré des concitoyens, nous avons rencontré certaines structures et certaines institutions. Notre message a été tout simplement de leur retracer, leur montrer la situation réelle du pays.
leur montrer notre engagement et détermination pour que ça change. Toi, et leur dire que nous sommes confiants et conscients que ça changera. Le 19, le 20 et le 21, le peuple congolais a pu prouver que ça peut changer. Janvier 2015. Exactement, janvier 2015. Le peuple congolais a prouvé que cela a changé. Mais maintenant, nous disons, il ne faudrait pas que cet effort soit un effort perdu ou que ce soit tout simplement une mayonnaise qui monte et qui descend. C'est l'encadrement pour que ça puisse obtenir l'objectif que le peuple souhaite et que le peuple veut. Ce n'est pas pour rien que vous êtes souverain. Je vous remercie. Merci, merci, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur François-Xavier Beltika. Vous êtes président du Congrès des démocrates pour le progrès social. Alors, on compte sur vous aussi, pour le progrès de la RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir apporté cette opportunité. Et nous sommes, ce n'est pas pour rien, on dit que vous êtes le 4e pouvoir. Vous l'avez démontré. Merci. Merci infiniment.